Le rendement annuel est en gros 40%. Pour donner l'équivalent, un appartement à Paris ou à Londres, c'est environ 3-4%. Donc c'est 10 fois plus bénéfice. 10 fois plus profitable to have an electric car in Dakar, Abidjan, etc. Nous, on a un produit sans prétention que je qualifie aujourd'hui de révolutionnaire, tout simplement. Danapay, c'est 1 euro de frais. Quand vous envoyez 1 euro, vous recevez 957. Et on veut que tous les projets qu'on porte sur notre plateforme aient un impact positif. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour un nouveau numéro de Ripat Pitch. Et là, c'est le numéro... Je fais un petit clin d'œil à ceux qui vont pitcher ce soir. Les amis, on vous attend au tournant. Donc, soyez bons aujourd'hui. Hein. Là, bonjour à tous, Isar Hyacinthe, ravie d'être là. Merci encore pour l'invitation. C'est ma première fois dans un événement Ripat Africa. Rapidement, moi, ça fait 12 ans que je fais du bizdev sur l'Afrique, donc avec plusieurs sociétés. Ça fait moins d'1 an que je suis à mon compte et j'accompagne des entrepreneurs et des entreprises à s'implanter sur le continent africain. Je suis moi-même une grande passionnée du continent. J'ai fait 19 pays. J'ai vécu un peu plus de 2 ans au Togo et au Ghana. Donc voilà, j'adore le continent. Je compte y revivre bientôt et j'espère que les pitchs m'immergeront dans le potentiel du continent. Isar, tu ne peux pas te présenter simplement comme ça. Donc il faut savoir que Isar, je vais la présenter. L'humilité, elle est experte en distribution en Afrique. Elle a débuté sa carrière en 2014 après des études à Sciences Po Paris. Elle a travaillé pour Canal+ au Togo et au Ghana, puis a rejoint Yves Rocher en 2016 pour développer l'Afrique subsaharienne. C'est important de le dire en implantant donc plusieurs marques dans plus de 10 pays avec 40 boutiques en 5 ans. Bon, ça s'applaudit. 40 boutiques Yves Rocher en 5 ans. Donc si vous voyez des boutiques, c'est elle qui les a implantées. Et puis, c'est pas tout. En 2020, elle a pris la direction du portefeuille African Beauty Brands de L'Oréal en Europe. Et oui, c'est encore elle, mesdames et messieurs. On va continuer avec Redouane Bouchan, donc Rinbo. Alors, merci. Moi, je vous dis merci. Pourquoi ? Parce que Kara, il me parle tout le temps de vous. Je vous ai jamais vu. Mais dès que je vous ai vu, j'ai dit, OK, il m'a dit... Je voulais même faire les remerciements au début. J'ai dit non, attends, Kara. Donc Redouane, c'est un plaisir parce que tu participes. C'est une personne qui fait partie de Ripat, mais de façon indirecte. En toi, il est avec nous. On sait très bien ce que vous faites pour nous et on vous remercie chaleureusement. Donc tous les membres Ripat qui sont ici présents. Donc quand on a accès à certains endroits, c'est grâce à ce monsieur. Donc il va nous se présenter tout de suite. Merci. Merci à vous pour l'accueil. Merci Kara pour l'organisation et toute l'équipe pour les travaux. Merci pour les projets aussi parce que si on est là et qu'on se présente, c'est aussi parce que on aime bien aussi venir dans des événements pour s'imprégner de la force. Moi, c'est mon 2e événement. J'étais là pour un événement Ripat, je crois que c'était il y a 2 ans à Saint-Ouen. On avait pitché, on avait présenté un peu ce qu'on faisait. Nous, en fait, on essaye dans notre startup Rinbo de mettre le meilleur de la technologie dans le domaine, au service du domaine de l'éducation et au service aussi des enfants. C'est-à-dire qu'en gros, on a commencé il y a 2 ans quand j'ai présenté le projet. C'était un projet qui s'appelle Mirabeau, qui était une application qui permet aux enfants d'apprendre l'anglais grâce à la réalité virtuelle d'une manière ludique et gamifiée. Depuis, on a évolué, on a élargi notre gamme. Là, notre actu, c'est un jeu vidéo mobile qui s'appelle Atomic Battle. Donc, je vous invite tous à le télécharger, à mettre 5 étoiles parce qu'il vient de sortir. On a dépassé les 3000 téléchargements en un mois. Les chiffres sont prometteurs. C'est le premier jeu mobile qui reprend un peu les codes du Clash of Clans, mais qui vous permet d'améliorer votre attention, votre esprit, et qui vous permet aussi de jouer avec vos enfants pour que le jeu vidéo il devienne utile et il leur permette d'être beaucoup plus vifs. Donc ça, c'est l'un des projets, et les autres projets qu'on a qui vont bientôt sortir au niveau du grand public, c'est qu'on digitalise la formation professionnelle grâce à la gamification, la réalité virtuelle, notamment dans le secteur des CFA, du BTP, dans le secteur des écoles de commerce. On a beaucoup de projets qui vont sortir dans les mois à venir. À suivre, absolument. Merci beaucoup, Redouane Bouchan. On continue avec Ahmed Bouzaïd. Donc, on ne s'est jamais rencontrés physiquement, je crois, mais on a certainement dû discuter. Je pense que son visage doit forcément vous dire quelque chose. Donc, il représente la BPI France. En tout cas, il travaille à la BPI France. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parcourez les quartiers. L'objectif, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat. Et ça, on vous dit merci. Donc, Ahmed Bouzaïd, merci déjà pour l'invitation. C'est la première fois que je viens à l'événement. Donc oui, je suis directeur chez BPI France. J'ai porté un programme qu'on a lancé en 2019
qui s'appelait Entrepreneuriat pour tous, qui avait vocation à soutenir les entrepreneurs partout dans les quartiers. C'était un programme à 75 millions. Aujourd'hui, on déploie le même programme, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus loin, avec 456 millions. Donc, c'est-à-dire on a bien bossé, on va dire. Et enfin voilà, moi si je suis là, parce que je suis toujours là aux côtés des entrepreneurs, je suis entrepreneur moi-même. Je suis ravi aussi parce que, accessoirement, enfin, venant moi-même des quartiers, on a pu voir l'évolution, c'est-à-dire nos parents ils sont venus dans les années 70, 80, et aujourd'hui les enfants ils regardent vers le continent. Et donc je pense qu'il y a une nouvelle dynamique entrepreneuriale qu'il faut accompagner. Et donc je suis très attentif au projet et je serai très heureux de vous écouter. Quoi qu'il en soit, des projets, il y en a plein, parce que je pense qu'il y a 90% de la salle qui est porteur de projets, donc tu vas en avoir des projets. Et les 400 millions, je pense que tu vas sortir les poches vides, on va tout prendre. Allez, on continue. Voilà, à la fin, tu es le parrain de cet événement, on va continuer avec mon petit Rui Mendes da Silva. Donc oui, première voiture électrique africaine. Donc la question qu'on a tous posée, on est tous là pour ça, on s'est tous sapés pour ça, pour recevoir les dividendes. C'est comment ? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Rui Mendes da Silva, j'ai 32 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai beaucoup bossé dans la mobilité électrique. Donc j'ai commencé en France, ensuite aux États-Unis, à New York, à San Francisco. Et en fait, comme beaucoup d'entre vous ici, j'ai eu à un moment donné cette envie aussi de ramener toutes ces compétences et cette expérience sur le continent africain pour qu'on puisse participer aussi au développement. Et en fait, en faisant des allers-retours entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte de l'état du parc automobile. Et en fait, très naïvement, je me suis demandé, mais c'est quoi les marques automobiles africaines, en fait? Et les gars, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai dit, mais oui, voilà, parce que moi, j'ai pas eu la chance, en fait, de retourner quand j'étais plus jeune, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et donc, je suis arrivé très tard et avec des questions naïves. Et en fait, moi, sortant des États-Unis où on m'a bourré le crâne avec Live Your Dream, Go Big or Go Home, je me suis dit, mais il faut qu'il y ait une marque de voiture africaine. Pourquoi ? Parce que créer un écosystème automobile, c'est industrialiser le continent, c'est créer beaucoup d'emplois, c'est développer plein de choses autour. Et donc, naïvement encore, je suis parti voir un pote ingénieur mécanique et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une voiture ? Et du coup, de là, les discussions ont commencé. On a eu les premiers croquis de la voiture. Et quand j'ai vu les premiers croquis, j'ai dit « Waouh, non, on va y aller ». Et donc, la marque s'appelle Kemet Automotive. Aujourd'hui, on a fait une première levée de fonds où Ripat a participé. Et on a monté une équipe aujourd'hui, on est une dizaine. On a fabriqué un premier véhicule, c'est un SUV électrique, c'est un prototype. Et donc là, on est en phase 2, donc on est dans une plus grosse levée de fonds avec des institutionnels et des investisseurs privés, pour mettre en place la première usine sur le continent et pouvoir livrer les premiers véhicules, parce qu'on a une première commande aussi. Ça, c'est pour les investisseurs, ceux qui ont mis de l'argent. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rendre l'Afrique fière, qu'on puisse nous aussi dire, comme la France à Renault, comme l'Allemagne à Mercedes, nous on a Kemet. Et donc moi, j'espère de voir des entrepreneurs qui seront très ambitieux, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on ait des fous qui veulent vraiment révolutionner et créer des grosses choses qui vont avoir un gros impact. Voilà. Merci beaucoup, Rui Mendes da Silva. On va donner la parole à notre star du jour, notre parrain du jour, Dawala. Qu'est-ce que tu attends de ceux qui vont pitcher, qui vont prester ici sur scène? J'attends qu'ils font leur travail. Moi, je suis là, ça y est. Il faut qu'ils commencent là-bas, il faut tout donner. Après, il ne faut pas regretter la chance qu'on a en vérité. Et je dis, c'est que moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas la chance d'avoir tous ces gens-là, tous les gens qui ont de l'expérience. Moi, je me rappelle, c'était où? Je crois que j'étais à Clignancourt et j'allais voir le producteur numéro 1 qui s'appelait Kenzie dans le temps. Et je suis parti le voir pour lui dire, mais là, j'ai des problèmes là. J'aimerais bien que tu me donnes une solution. Il me dit, ouais, c'est payant. Hein. Je dis quoi? C'est payant. Je dis, j'arrive même pas à payer un grec, tu veux que je te paye. Donc voilà, et aujourd'hui, voilà, la chance qu'on a, c'est qu'il y en a qui ont de l'expérience, on arrive à cet échange-là, c'est enrichissant, c'est énorme, et en plus, c'est pour ça que là, la chance qu'on a, c'est qu'on peut échanger, donc il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, même si on pense qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas bêtes, ça va nous aider, parce que moi, tout mon parcours, en vérité, quand j'ai rencontré, et il y a plein de gens qui vont arriver à ce moment-là, mais ils ne vont pas faire la même chose, ils vont dire, mais lui nous avait dit ça.
Mais grâce à ça, on a réussi. Et donc, c'est pour ça que je tenais à déjà vous remercier tout ce que vous faites pour nous tous. Merci. Merci beaucoup, Dawola, et merci d'être présent. Merci à tous nos membres du jury. Voilà, vous les avez identifiés maintenant. Ils vont prendre place. La soirée pitch démarre maintenant. On appelle, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Mathieu Sellard, premier pitcher de cette soirée. Musique. Merci beaucoup, bonsoir. Nangadef, comment vous allez? En fait, j'avais choisi cette chanson pas parce qu'elle me ressemble, même si ça serait un honneur, plutôt parce que ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses comme acquises. Et... Nickel, merci. Il ne faut pas prendre les choses comme acquises, donc je crois que c'est plutôt dans la sphère romantique. Mais ouais, pour dire que je crois que beaucoup des gros joueurs existants en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, ont pris leurs clients comme acquis, ont pris leur position comme acquise, ils ont des grosses marges blotties, donc on est là pour perturber tout ça et chambouler le marché pour le mieux, pour le bénéfice de la région comme Kemet. Donc merci beaucoup, je m'appelle Mathieu Sellard, je crois que j'avais 10 minutes, donc j'essaierai d'accélérer. Je m'appelle Mathieu Sellard, je suis là aujourd'hui pour représenter Mbai Mobility, Mbai de cultiver en Wolof, parce qu'en gros on est là pour essayer de cultiver la mobilité propre en menant une révolution du transport propre. Donc en gros notre vision c'est de soutenir les objectifs de développement durable de l'ONU en menant cette révolution du transport propre, en commençant à Dakar au Sénégal, et après en se répandant sur la sous-région. Donc spécifiquement, en se concentrant sur l'offre des véhicules électriques, la recharge des véhicules électriques et aussi le financement des véhicules électriques. Allô? Donc le problème, on le connaît, c'est que dans les villes d'Afrique de l'Ouest, il y a un grand problème lié à la pollution de l'air croissante à cause de l'utilisation des carburants chers et sales dans des véhicules vieux, inefficaces dans leur consommation. Donc on connaît tous les effets de changement climatique, il y a une empreinte carbone croissante due à une croissance démographique et économique forte dans la sous-région. On connaît le chamboulement que ça cause dans les sphères agricoles, comme disait Dawola. On ne sait plus quand semer, on ne sait plus quand récolter, ça cause des grosses pertes et plein de perturbations dans le monde agricole. La pollution de l'air, c'est un problème phénoménal, horrible, dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest, Dakar, Abidjan, etc. Un quart de la mortalité infantile en Afrique de l'Ouest est aujourd'hui liée à la pollution de l'air, sans mentionner les autres problèmes cardio-respiratoires, démence prématurée, etc. Ça cause une manque de l'absentéisme au travail, une baisse de la productivité, une baisse des recettes fiscales, une augmentation des coûts de la santé publique, etc. Et on a identifié les taxis comme une grande composante de ce problème. C'est en général seulement 5% du parc automobile, mais ils sont constamment en circulation, donc c'est 40% de la pollution de l'air. En changeant juste ce 5% des voitures présentes dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest, on élimine 40% de la pollution de l'air. Donc nous, notre solution, c'est de vendre des véhicules électriques abordables, confortables et robustes qui génèrent aussi d'importantes économies. Crucialement, elles sont low-tech, adaptées au contexte, elles n'ont pas besoin de système d'infrastructure de recharge, elles se branchent dans des prises domestiques, ça prend 11 heures mais ça donne une autonomie de 250 à 300 km avec les freins régénératifs, etc. C'est des mini SUV, donc elles sont bien élevées, elles peuvent gérer bien les routes non goudronnées, il n'y a aucun problème. Elles ont une vitesse maximale de 100 km/h, donc elles peuvent utiliser toutes les voies rapides. Il y a de l'air conditionné, il y a des ceintures, il y a des airbags. Les conditions de travail des chauffeurs sont améliorées et la sécurité de tout le monde aussi. Ces véhicules électriques génèrent d'importantes économies, allant jusqu'à $16 par tournée, c'est-à-dire environ 10 000 CFA par tournée, donc pas par journée. Et si on fait une utilisation plus intensive, c'est jusqu'à $25 d'économie en passant du carburant qui est cher à l'électricité qui est beaucoup moins chère. Une baisse de 70% en gros de coût par kilomètre. Là, c'est des graphiques que vous pourrez voir quand vous faites passer la présentation. Mais en gros, on passe à gauche, et là, les couleurs, elles ne sont pas géniales dans le projecteur, mais sinon, la présentation, elle est sublime. Donc là, en gros, on voit il y a $25 de coût de carburant. En passant à droite, on arrive à $9 de coût de l'électricité. C'est en gros l'équivalent de passer de
de 15 000 à environ 6 000 CFA. Donc c'est des économies qui varient entre 65 et 70%. Et avec ça, ça génère 8 000 $ d'économie par an. Le véhicule coûte 20 000 $. Donc la voiture est amortie en à peine 2 ans et demi. Et ça, c'est sans parler des bienfaits avec les réductions de carbone et la pollution de l'air. Ça, c'est juste dans la sphère privée pour le propriétaire du véhicule. Le rendement annuel est en gros 40%. Pour donner l'équivalent, un appartement à Paris ou à Londres, c'est environ 3-4%. Donc c'est 10 fois plus 10 fois plus profitable to have an electric car in Dakar, Abidjan, etc. Donc aussi, on a une solution financière. Notre solution FinTech, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet à nos clients d'acquérir nos véhicules au lieu de 20 000 $ à 6 000 $. C'est un service qu'on espère offrir à Kemet quand ils commencent à débouler à grande vitesse leurs véhicules électriques en Afrique de l'Ouest et qu'ils nous exploseront sur l'offre des véhicules. On sera là pour les aider avec la finance. Donc en gros, notre solution FinTech, elle relie les balises dans les voitures qui permettent de géolocaliser et immobiliser la voiture à distance s'il y a besoin, s'il y a un défaut de paiement, à notre infrastructure financière et à l'infrastructure financière des banques. C'est-à-dire, donc quelqu'un nous met le système financier formel en Afrique de l'Ouest ne fonctionne pas. C'est seulement pour les riches, les grandes entreprises, l'immobilier, l'agro-industriel. Les gens de tous les jours n'ont pas accès aux banques, aux prêts, même s'ils ont un super investissement à faire. Nous, ce qu'on fait, on rassure les banques en disant, écoutez, dégagez les crédits pour nos clients, pour qu'ils investissent dans cette voiture électrique qui a tous ses bienfaits et qui a un super rendement. Nous, on peut immobiliser, géolocaliser, etc. Ça rassure les banques. On est donc en discussion avec des grandes banques de la place de Dakar pour qu'eux fournissent le reste. Donc, nos clients ramènent seulement 6 000 $, 4 millions de CFA, ce qui est accessible à la classe émergente moyenne et moyenne basse. Et les banques mettent le reste. Nous, on fait venir la voiture, on la met en opération avec Ichiango, les autres VTC. Tout le monde est content, gagnant, gagnant, gagnant. Donc ça, c'est notre solution FinTech qui permet une adoption qui rend la voiture beaucoup moins chère, qui ouvre un marché de masse et qui accélère l'adoption des véhicules électriques en Afrique de l'Ouest pour combattre la pollution de l'air et le changement climatique. Donc, pour en revenir sur les finances, ça c'était au niveau quotidien. Sur la durée de vie du véhicule sur 15 ans, en gros, avec un taxi carburant, un propriétaire se fait, avec tous les coûts enlevés, 30 000 $. En passant à un de nos véhicules électriques, ils se font 90 000 $, en gros. Donc, les revenus nets sont triplés sur une durée de 15 ans. Et là, on peut vous partager les modèles, mais on a considéré que la batterie, elle doit être remplacée 3 fois. Et pour la thermique, on a considéré que la voiture doit être remplacée 1 fois. La modélisation, elle est rigoureuse, je vous assure. Et on peut la partager. Mais en gros, 90 000 $ avec une voiture électrique, 30 000 avec une voiture thermique. Donc, c'est vraiment des écarts énormes. Et c'est bien pour tout le monde. Donc, il existe un marché vraiment important en Afrique de l'Ouest pour les véhicules électriques, comme Kemet Sora. Juste dans nos villes cibles, Dakar, Abidjan, Accra, il y a plus de 100 000 taxis qui sont en général déglingués, délapidés et qui ont besoin d'être renouvelés pour améliorer la vie de tout le monde. Et après, quand on passe au B2C, il y a 1,5 million en gros de voitures dans ces 3 villes. C'est un marché total de 30 milliards d'euros. Et ça, c'est juste pour l'approvisionnement des voitures. C'est sans parler de tout le reste de l'écosystème, des pièces détachées, la maintenance, etc. Donc ça, c'est notre équipe. On a une équipe super compétente, grisonnante, expérimentée et motivée pour relever ce défi passionnant. Moi, je suis Mathieu Sellard. Je suis arrivé à Dakar il y a 4 ans et demi en tant que diplomate conseiller économique pour le gouvernement britannique. Comme dit ma grand-mère, je ne suis pas encore vraiment un homme parce que je ne sais pas conduire. Et du coup, je me retrouvais toujours en vélo derrière les taxis à me prendre plein de fumée dans le visage ou dans le taxi à voir la route qui déboulait en dessous le sol avec les fenêtres ouvertes parce qu'il n'y a pas d'air conditionné et du coup plein de fumée qui rentre par les fenêtres. Je ne comprenais pas parce que dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest, c'est plus comme des revenus de pays à revenus moyens. On se sent un peu plus en Amérique latine plutôt que, par exemple, dans des coins ruraux où il y a beaucoup plus de pauvreté, moins de développement. Donc je ne comprenais pas pourquoi personne n'avait taclé tout ça. En plus, pour des remaniements politiques au Royaume-Uni, j'avais beaucoup plus de temps, donc je me suis posé la question et je me suis investi dans ce projet.
Donc ça fait 4 ans et demi. Ça, c'est en gros la genèse du truc, c'est que je sais pas conduire. Donc je veux des bons taxis, en gros. Après, Fabian, il est à Dakar depuis 9 ans, mais il parle pas encore aussi bien que Wolof que moi, et moi je parle pas très bien. Et il est directeur financier, il a été avec Ulu, une grande start-up qui a fait une énorme croissance, qui distribue des panneaux solaires et des systèmes solaires pour des foyers ruraux, sur un système de crédit bail, comme nous. Et après, pour MyAgro, une grande ONG qui fournit des intrants agricoles. Après, on a Mamadou. Mamadou, il est gradué de l'école polytechnique à Dakar et maintenant, il bosse à Easyvia, une subsidiaire d'EDF ici en France. Il est chargé de l'installation de wallbox et de boîtiers pour recharge domestique dans le sud-est de la France. Donc, ouais, on a une équipe vraiment bien rodée, bien expérimentée qui couvre toutes les bases. Pour vous donner, ça c'est le dernier slide, juste pour vous donner une idée de où on en est aujourd'hui. Ça a été beaucoup de taf. On en discutait sans salaire pendant 2 ans et demi. Là, la fin de l'année, un petit salaire, ça va être cool. Donc, il faut être super privilégié. Ça, c'est un autre truc que j'ajouterais pour être entrepreneur. En gros, il faut pouvoir avoir une autre source de revenus ou ne pas manger. Donc, nous, on a investi $35 000 de nos propres ressources pour faire venir les premières voitures et tester nos hypothèses, voir les chiffres que je vous ai donnés si elles étaient réelles. Évidemment, on avait calculé tout ça sur papier avec des chiffres de la Sénélec, etc. Mais après, il nous fallait démontrer ça sur le terrain, non seulement pour nous, mais aussi pour démystifier ça pour tous nos clients. Parce qu'en général, personne qui prend une de nos voitures est monté dans une voiture électrique avant. Donc, ils ont des questions par rapport à la recharge. Est-ce qu'il faut changer la batterie à chaque fois, etc. Comment ça marche, où est-ce que ça se branche. Donc, il y a vraiment un gros travail de démystification pour une technologie relativement nouvelle dans une région où elle est nouvelle. Donc, on a eu la chance de pouvoir mobiliser pas mal d'angels. Donc, on a levé $85 000. Et là, on est en train de clôturer un autre investissement avec un businessman dans l'huile et le gaz, donc maintenant il veut investir dans l'électrique pour ne pas to greenwash himself. Donc là, on est en train de clôturer pour $150 000, donc ça va nous aider à accélérer les choses. On a réalisé $160 000 de chiffre d'affaires en 2023-2024. On a vendu 7 véhicules électriques, 3 boîtiers, 3 taxis électriques en exploitation nous-mêmes, parce qu'on en met une sous chaque VTC pour faire la récolte de données tous les soirs avec nos chauffeurs. On leur explique bien pourquoi on est en train de faire ça. En fait, on s'en fout de notre propre petite flotte. C'est vraiment juste proof of concept pour démontrer les chiffres et pour que tout le monde puisse voir réellement, toucher, comprendre les chiffres. On a eu 75 000 euros du gouvernement néerlandais, une subvention pour faire une formation à la maintenance. Parce qu'évidemment, quand on va vendre un véhicule électrique, ceux qui savent se disent et la maintenance, l'entretien. Donc ça, c'était un grand pas à surmonter. Donc on a eu, heureusement, grâce à mes connexions avec les bailleurs, etc., on a pu lever 75 000 euros des Néerlandais. Donc on a fait une formation de 1 mois avec Solar Taxi Ghana. On a traduit tous leurs matériaux. Ils sont venus, ils ont fait, c'était 2 semaines en ligne, 2 semaines présentielles. Et maintenant, il y a 20 mécaniciens à Dakar qui ont gradué en avril 2023 au centre sectoriel formation professionnelle. Donc maintenant, il y a 20 mécaniciens qui font toute la maintenance et c'est nickel. Malheureusement pour eux, quand on a un véhicule électrique, en général, pendant au moins 2 ans, il n'y a pas vraiment d'entretien et de maintenance à faire. Donc parfois, on éclate nos voitures juste pour qu'ils aient du taf. On a aussi eu $20 000 de Rockefeller pour faire une installation solaire, parce que la seule chose meilleure qu'un taxi électrique, c'est un taxi électrique rechargé avec des énergies renouvelables. Donc on a fait cette installation sur mon bâtiment, c'était cool, c'est nickel, ça marche, mais malheureusement c'est pas super rentable. Donc nos voitures électriques, en passant du réseau, en passant du carburant au réseau, c'est amorti en 2 ans et demi, mais l'installation solaire, en gros ça s'amortit seulement en 5, 6, 7 ans. Et le client typique, le client lambda en Afrique de l'Ouest ou du moins au Sénégal, a besoin qu'un investissement soit récupéré en 3 ans. Donc l'installation solaire, pour le moment, malheureusement, ce n'est pas viable. Et on a des liens étroits avec l'État sénégalais, même s'il y a eu un changement récemment de gouvernement. C'est pas au niveau des ministres, on n'a pas de cette chance encore. Mais ouais, donc avec le ministère des Transports, grâce à mon passé avec les bailleurs, on a fait venir l'ambassade du Royaume-Uni pour. Et tant mieux, l'ambassade. En gros, on a des connexions avec le transport, environnement, santé.
Désolé. Merci beaucoup. Ah bah, on a été plus que généreux là. Gardien. Merci beaucoup Mathieu, merci. Vous pouvez rester là. D'avoir dépassé le temps. Yes. Alors, on va se retourner vers les membres. Non, bien au milieu en plus, bien au milieu. On va. Ah oui, c'est vrai, il y a 10 minutes. Ouais. Exactement. Donc, on va donner la parole aux membres du jury qui vont vous poser donc une question ou qui vont donner leurs impressions. Et puis ensuite, on passera au public. Yes, bon, déjà bravo. Tu as un petit peu répondu, mais justement, c'est le point qui me tracassait sur la question de la maintenance. Donc, en fait, l'idée, c'est que toi, tu as des véhicules, enfin, qui ne sont pas tes véhicules à toi, mais ce que tu proposes, c'est une flotte rechargeable. Et l'enjeu, c'est que là, aujourd'hui, tu travailles à faire monter en compétence les garagistes pour pouvoir réaliser la maintenance de tes véhicules. C'est ça. Donc, nous, on vend des véhicules électriques. Ce qui nous intéresse, c'est vendre des véhicules électriques. Et les early adopters, les adopteurs précoces, c'est en gros les taxis et les opérations commerciales parce qu'on peut rentabiliser rapidement l'investissement. Parce que $20 000, c'est en gros 12 500 000 CFA, c'est beaucoup. Une voiture thermique d'occasion, comme sont la majorité en Afrique de l'Ouest, coûte environ 8 millions de CFA. 6 millions de CFA minimum pour mettre sous opération avec un VTC. Donc nous, la flotte, pour nous, c'est juste une façon de faire la récolte de données et de montrer à tout le monde que ça marche. Mais après, nous, on leur vend le véhicule et on leur dit mettez ça sous opération avec Ichiango. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment seulement le déploiement à grande vitesse et à grande échelle des véhicules électriques. Mais en ce faisant, il faut mettre sur pied tout l'écosystème. Et du coup, je crois qu'on sera bénéfique pour Kemet au long terme, parce que maintenant, il y a maintenance, assurance, crédit, etc., etc. On a eu travaillé comme des oufs sur tous ces fronts. Et ouais, c'est claquant, mais je crois qu'on est en train d'y arriver. Donc en gros, il y a assurance, maintenance, crédit, cadre réglementaire et fiscal, la chaîne d'approvisionnement et la recharge. Donc on a fait tout ça juste pour pouvoir vendre les véhicules électriques. Mais en fait, nous, notre truc de base, c'est de vendre des véhicules électriques. Après, il y a des boîtiers de recharge si les gens ils veulent recharger plus rapidement. Donc dans une prise domestique, c'est 11 heures. Avec un boîtier, c'est 4 heures. Et la troisième chose qu'on fait, c'est la solution FinTech qui nous permet de débloquer des fonds formels, des crédits formels des banques pour permettre à nos clients d'acheter la voiture non à $20 000, mais à $6 000. Et justement, sur ce point, qui est la cible ? Nous, notre cible, c'est tout le monde. Donc en fait, c'est un peu, à ce moment-ci, c'est le B2B. Donc c'est par exemple, en fait, ma gérante d'immeuble, elle gagne 100 000 CFA par mois et 200 000 avec un petit travail de courtier. Et son partenaire, c'est un professeur d'école. 4 millions de CFA pour eux, c'est beaucoup d'argent. Énormément. Donc c'est, je dirais, 3-4 ans d'économie. Et donc nous, on est super flattés. Et maintenant, je flippe et je veux vraiment que tout marche bien pour elle. Donc eux, c'est un peu une famille classe moyenne basse. Et justement, mon point, c'est est-ce que cette famille classe moyenne basse, elle est sensibilisée à ces enjeux écologiques ? Ouais, absolument. Ouais. En fait, sur le changement climatique, il y a moins de sensibilisation. Mais en gros, quand je fais des présentations à Dakar, je demande si les gens ont de l'asthme. Il y a 25% des mains. Et après, comme les familles, elles sont étendues, est-ce que quelqu'un a des cousins de la famille, des frères, des sœurs, etc., qui a de l'asthme ? Boum, toutes les mains. Donc au niveau de la pollution de l'air, c'est super présent. Le changement climatique, c'est plus pour ceux qui ont de la famille, qui font de la semence d'arachide, de mangue, etc. Donc ouais, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à l'environnement, aussi avec la chaleur, tout ça. Merci pour la présentation. Bravo pour le travail. Moi, j'ai une question et demie, voire deux. Au niveau, je vais être un peu rabat-joie. J'ai l'impression, pour être clivant, au niveau de la France, déjà, pour le marché que je connais, s'il n'y avait pas toutes les incitations de l'État sur les véhicules électriques, je pense que même pas 10% des gens qui ont acheté des véhicules électriques, ils les auraient achetés. Donc là, il y a ce sujet-là, le premier. Le deuxième, sur le marché, ça fait 4 ans que tu es à Dakar, si j'ai bien compris. Je voulais te poser la question si tu connaissais C'est Mon Taxi. Je pense que tu as fait ton homework. Donc, Ils sont morts. et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, selon toi, a fait qu'il a foiré
et que toi tu pourrais marcher, surtout que selon moi, son offre de leasing sur des véhicules thermiques que le marché connaît, c'est peut-être plus facile que du véhicule électrique. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, j'aimerais avoir plus de détails sur le business model parce que je pense que tu gagnes de l'argent sur les boîtiers, tu gagnes de l'argent sur les véhicules. Donc, c'est quoi les marges, à partir de combien tu peux être break-even, etc. Ouais, ok, merci. Donc, numéro 1, sur les incitations, tout le business model est construit pour ne pas avoir besoin d'incitation. Mais on est en conversation avec le gouvernement, et c'était le dernier slide, pour, au lieu d'avoir une carte grise que les gens ont chaque année, d'avoir une carte verte, on en discutait. Et ça sera une incitation. Mais même sans les incitations, ça, c'est les chiffres sans incitation. Donc, le seul blocage, c'est le prix d'acquisition qui est de 20 000 $. C'est un peu trop cher, 12 500 000 au lieu de 6 millions de CFA. Donc, et c'est là où on vient en gros notre solution FinTech. Et je viendrai à la question de C'est mon taxi. Donc, la première réponse, c'est qu'il n'y a pas besoin d'incitation. Ici, je ne sais pas pourquoi il y en a autant besoin. Peut-être c'est parce que le différentiel entre le carburant et l'électricité est moindre. Et aussi, c'est parce qu'ici, on essayait de faire adopter à tout le monde. Nous, notre objectif, c'est vraiment les taxis et les utilisations commerciales intensives pour débuter. Et après, on passera au reste. Et si on en fait une utilisation intensive, la rentabilité, elle est immédiate, sans incitation. Et ça, c'est avec une taxe d'importation de 40%, TVA 18%, frais de douane 7%. Donc 65% du prix que nous, on fait payer. Donc sur les 12 500 000, environ 3 millions, c'est des taxes et tout ça. Donc même avec ça, ouais, ça marche. Deuxièmement, C'est mon taxi. C'est mon taxi, à vrai dire, j'ai aucune idée pourquoi il n'a pas vraiment réussi. Je crois que son problème, c'était qu'il voulait, peut-être il était plus idéaliste que nous. Je crois qu'il voulait faire ça pour les chauffeurs. Donc nous, ce qu'on vise, c'est le système qui existe. Donc nous, en fait, on veut caresser le système dans le sens du poil au maximum. On parlait de réseau tout à l'heure, voir qui a du pouvoir, pourquoi, comment est-ce que ça marche, quelle est la politique économique. Socio-political economy. Et donc nous, on ne vise pas les chauffeurs, mais on vise les gens qui ont des économies pour acheter un véhicule, pour mettre de l'argent. Donc, ouais, qui mettent de l'argent et ça rassure les banques, etc. Donc, je ne sais pas si peut-être nous, on travaille avec une classe un peu au-dessus des chauffeurs. La troisième question, le business model. Nos marges sont de 15% surtout. Sur une voiture vendue à 20 000 $, on se fait 3 000 $. Après, si elle est achetée à crédit, on se fait en plus 1 500 $ sur les 3 ans. Et les boîtiers de recharge, c'est toujours 15% en fait, de marge. Surtout. Donc les voitures, les boîtiers, et après aussi si c'est à crédit, on prend une petite marge aussi. Désolé. Mathieu, my guy. Moi j'ai une question. C'est quoi le unique selling point de Mbuy Mobility et comment tu ferais pour si demain les constructeurs que toi tu veux distribuer proposent une offre de financement. Qu'est-ce qui ferait qu'eux ils se diraient non, on va quand même passer avec Mbuy Mobility et pas nous se casser la tête à faire une offre de financement pour les clients potentiels? Ouais, donc ça en revient un peu à la raison pour laquelle j'ai choisi la chanson Boule Mamine d'Orchestra Baobab, chanson nickel. C'est que ces grandes compagnies, en gros, ont pris le marché d'Afrique de l'Ouest comme acquise. Ils ont des grosses marges blotties, ils sont feignants, ils foutent rien. On va à CFAO, il n'y a personne qui s'adresse à nous. Tout est léthargique, tout est lent. Parce qu'ils ont un marché établi avec les grosses entreprises. Et ils s'en foutent du marché de masse et des gens de tous les jours. Nous, on est en train de démolir tout ça. Nous, on vend nos voitures à 12 500 000. Ça paraît beaucoup, non? Mais le deuxième voiture électrique le moins cher qu'on trouve à Dakar, il est à 26 millions, vendu par EMG. J'aime EMG, c'est des bons gars, mais les voitures, elles sont chères. Donc les marges, elles sont énormes. Et je crois que notre USP, c'est tout simplement le désir de chambouler tout ça. Et je crois aussi que notre motivation principale, c'est la réduction de la pollution de l'air et des émissions carbone. Et ça nous motive dans une direction complètement différente qui fait que nous, on veut le déploiement à grande vitesse et à grande échelle des véhicules électriques, tandis qu'eux sont vraiment à l'aise dans un petit marché de niche. Et une fois que les grands constructeurs comme Kemet arriveront et qu'ils auront un système et qu'ils auront vu aussi qu'on peut offrir des voitures moins chères,
Après, nous, on sera en compétition. Bah, en gros, quand on est premier bougeur, il y a des avantages et des désavantages. Débrousser le chemin, c'est un gros fardeau, c'est un gros travail, c'est le désavantage du premier bougeur. Mais l'avantage, c'est qu'on se fait des connexions super fortes et un super bon réseau en ayant fait tout ça, en ayant porté tous les cartons nous-mêmes. Et effectivement, je ne crois... Peut-être qu'ils verront qu'il faut mettre un système de financement en place pour vendre les véhicules beaucoup moins chers. Dans quel cas, pourquoi réinventer la roue? On espère qu'ils viendront à Buy Mobility et dire écoutez les gars, vous avez cette solution FinTech, chambé, nous on voudrait l'utiliser pour vendre nos voitures à un tiers du prix ou un quart du prix. Voilà. Non, en général, c'est très très bien. Et moi, la question, mais on t'a déjà répondu, c'était la finance. Parce que quand on arrive là-bas, les gens ils ont envie de travailler, mais ils n'ont pas l'investissement. Et aujourd'hui, les banques, comme vous avez si bien dit, ils ne prêtent pas. Et aujourd'hui, si vous avez trouvé un système pour que les banques prêtent aux gens qui ont envie de travailler, je trouve que c'est très très bien. Donc, que vous félicitez. Merci beaucoup. Merci. Et ça, c'est sûr, ça? Pardon? C'est sûr? Sur quoi? La solution que vous avez trouvée pour que les banques puissent prêter aux gens qui ont envie de travailler. L'assurance. La solution, elle est sûre. Après, si on sera à 100% capable de toujours récupérer la voiture pour la banque, peut-être pas. Mais bon, il est temps que les banques, elles perdent un peu. Mais ouais, en gros, c'est de la télématique. Donc, on travaille avec une start-up qui a commencé au Sénégal. Elle s'appelle Fleety. C'est la télématique qui, en gros, est dans le moteur. Et on peut géolocaliser la voiture et l'immobiliser à distance. C'est ce que font toutes les grosses entreprises avec des flottes. Pour monitorer tout ça et améliorer leur efficacité. Impeccable. On est d'accord. Merci. Merci beaucoup, on vous applaudit. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour vous. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Moussa de Danapay. Voilà. Super, Moussa. Donc tu vas nous présenter Danapay et tu as le micro, donc 7 minutes pour convaincre. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Moussa Dambélé, CEO et cofondateur d'Danapay. Je devais être là avec mon associé Demba, mais qui est actuellement au Mali pour les vacances, il en profite un peu. Donc pendant ce temps, moi je travaille. Donc Danapay, je suppose que beaucoup d'entre vous ont fait du transfert d'argent, ont transféré de l'argent en Afrique, je suppose, à titre personnel, comme probablement à titre professionnel aussi. Et donc Danapay, nous on existe depuis maintenant 2 ans, on va dire, opérationnellement. Et notre ambition, c'est de réellement mettre la diaspora au cœur de la finance africaine. C'est-à-dire que, comme le disait Cara tout à l'heure, on aimerait, en tout cas nous, on pense que la diaspora doit être une force économique pour l'Afrique. Et cela passe par une chose très simple, être capable de pouvoir aisément transférer de l'argent, faire des paiements sur des petits montants comme sur des gros montants, à des frais très bas vers l'Afrique. Donc, on a eu plusieurs constats quand on a démarré le projet. Donc moi, j'ai commencé le projet, on va dire, j'étais salarié, comme beaucoup d'entre vous, et j'envoyais de l'argent à ma famille. Et je suppose que vous aussi, vous aviez constaté, en tout cas, c'est en train de baisser en ce moment, qu'à l'époque, pour envoyer de l'argent, c'était très cher. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y en a certains qui ne sont peut-être pas d'accord. Ouais, c'est vrai. Ok. Et par ailleurs, à titre personnel, lorsque je voulais faire des projets, je voulais des fois envoyer des sommes importantes, 10 000 euros, 15 000 euros. Il m'est arrivé d'être en fait obligé de faire 1 000 euros avec Western, 2 000 avec MoneyGram, etc., etc. Et des fois même de me retrouver bloqué parce que j'ai envoyé de l'argent. Est-ce que certains ont vécu ça? Voilà. Donc, par ailleurs, j'ai tenté aussi les banques. Et souvent, parce que c'est de l'argent qui va en Afrique, mais la banque, elle bloque. Son explication. Ça arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à certains? Voilà. Donc, en fait, ça, c'est un vrai problème. Comment on peut développer un continent quand on sait que dans certains pays, l'argent qui est envoyé par la diaspora est plus important que l'aide publique au développement? Comment peut-on développer un continent si on n'a pas de moyens pour faire en sorte que cette diaspora soit réellement une force économique? Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc nous, on a un produit sans prétention que je qualifie aujourd'hui de révolutionnaire, tout simplement.
DanaPay, c'est 1 euro de frais. 1 euro de frais pour les pros et les particuliers. Vous pouvez transférer de l'argent à 0 frais de change. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous envoyez 1 euro, vous recevez 657,957. Peu importe que vous envoyez sur du mobile money ou sur de la banque. Pour ceux qui savent, sur le mobile money, quand vous avez envoyé de l'argent à votre famille, la personne qui va retirer son cash paye 1% de frais. Vous êtes au courant de ça? Avec DanaPay, ce n'est pas le cas. Par ailleurs, on a explosé les plafonds. En tant que particulier, vous pouvez envoyer jusqu'à 6 000 euros. Si vous investissez en Afrique, que vous envoyez de l'argent pour, par exemple, acheter de l'immobilier, vous pouvez envoyer jusqu'à 70 000 euros, toujours à 1 euro de frais. C'est une réalité parce que tous ces acteurs que vous voyez là, dont Repat, passent par DanaPay. Repat, Naoli que vous connaissez peut-être, Investir au pays, Wizodia, YouLearn, etc. Tous ces acteurs passent aujourd'hui par DanaPay. C'est encore un peu confidentiel, parce qu'on n'a pas beaucoup communiqué jusqu'à présent. En réalité, pendant ce temps où on ne communiquait pas, on travaillait. Et ce qu'on faisait comme travail, c'était de travailler sur une technologie basée sur la blockchain et les crypto-monnaies pour faire en sorte qu'on puisse proposer cette offre de 1 euro de frais. Ça ne marche pas très bien. Hop là. Voilà. Bon, il y a un petit bug dans le... Voilà. Cette offre à 1 euro de frais. Donc, comment ça marche concrètement sans rentrer dans les détails? Tout simplement, lorsque nous, on reçoit des euros, on est régulé par l'autorité des marchés financiers, donc la Banque de France. On est PSAN. Donc, très concrètement, quand on reçoit des euros, on les transforme en crypto de façon totalement sécurisée et stable pour l'argent des clients. Comme je disais, on est supervisé par la Banque de France. Et ensuite, on le transforme en devise locale, du XOF, du XAF, du CFA, pour faire simple, pour pouvoir ensuite exécuter la transaction de la personne. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé, nous, à ce problème-là? C'est que je suppose que oui. Vous savez très bien que le transfert d'argent, c'est un marché large et en croissance. En 2020, on était à 83 milliards vers l'Afrique et en 2021 à 95 milliards. Et nous, on a un focus qu'on a identifié qui est vraiment celui de l'investissement. C'est qu'on se rend compte, et je pense que vous en êtes un peu l'incarnation et les témoignages, l'Afrique a compris qu'il fallait investir. Il ne fallait pas juste envoyer de l'argent de façon alimentaire. Et en fait, on le voit dans les chiffres, en 2020 et 2022, c'est une explosion de 64% sur les flux qui vont au transfert d'argent dédié à l'investissement, plus particulièrement dans l'immobilier et un peu l'agrobusiness. Et donc, c'est cette diaspora-là que nous, on accompagne avec notre offre. Et c'est sur ce segment de marché particulièrement qu'on apporte des solutions. Au-delà du fait qu'avec DanaPay, vous pouvez toujours envoyer de l'argent pour aider votre famille, etc. Donc, en ciblant la diaspora, on va dire qu'au début, bien sûr, là, je parle du marché à de sable. Donc, le marché global il est de 4,5 milliards si on cible que les Maliens, les Sénégalais et les Camerounais, de façon globale. Et bien sûr, on cible beaucoup plus. Aujourd'hui, DanaPay, c'est 8 pays. Et là, on est en train de travailler 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, on est en train de travailler pour ouvrir aussi l'Afrique centrale. Donc, d'ici quelques semaines, on sera à 14 pays. Donc, le marché adressable, pour nous, c'est 225 milliards. Donc, ce qui est un marché quand même millions d'euros, pardon, qui est un marché quand même assez important pour le segment qu'on adresse. Donc, comment DanaPay vit? Donc, effectivement, vous allez me dire, 1 euro, c'est peu. Comment on fait pour gagner de l'argent? Donc, très concrètement, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on exécute les transactions, comme on passe par les cryptos et la blockchain, on appelle ça le settlement, en fait. Sur le settlement, on gagne de l'argent. Contrairement aux opérateurs classiques tels que Western, MoneyGram, etc., qui en fait ont un business model qui est basé sur les frais qu'ils appliquent aux clients. Donc, on a complètement disrupté le marché en disant non, les clients doivent payer le moins cher possible et nous, on va se débrouiller pour faire nos marges. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il y a une petite coquille, 0 €. C'est prémonitoire. Donc, on a une offre aujourd'hui qui est très sexy parce que quand on regarde un peu les opérateurs de transfert d'argent classiques, on est entre 1 euro et 9%. Bon, 1 euro en offre promotionnelle, vous allez voir beaucoup d'offres aujourd'hui à 1 euro, mais en réalité, c'est beaucoup d'offres promotionnelles. Et quand vous creusez, vous voyez que ce n'est pas forcément 1 euro derrière, mais nous, c'est vraiment 1 euro. Voilà pourquoi j'ai mis 1 euro, des plafonds limités à 7 000 et des délais entre 5 et
en 5 minutes et 72 heures sur les opérations de transfert d'argent. Donc vous voyez que par rapport à l'offre d'AnaPay, notre principal avantage concurrentiel, c'est que en fait, on a déplafonné le système. Et en fait, vous pouvez envoyer jusqu'à 70 000 euros avec DanaPay vers les paiements pro. On est aussi en train de travailler. C'est un travail qu'on mène. En tout cas, l'objectif pour nous, c'est effectivement, là j'ai mis 0 euros, c'est 1 euro. L'objectif pour nous, c'est d'arriver jusqu'à 5 minutes, 5 à 30 minutes par transaction. C'est-à-dire, en gros, vous avez votre application DanaPay, vous voulez envoyer 20 000 euros pour votre achat immobilier en 30 minutes, il faut que ça puisse se faire. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est l'objectif. On y travaille. Et on pense que c'est possible. Par rapport aux banques, notre principal avantage, ça va être effectivement la tarification et aussi les délais lorsqu'on arrivera à cet objectif-là. Et voilà. Donc, ce qui fait effectivement que DanaPay, c'est un peu un ovni dans le paysage parce que ça vient répondre à un problème que tous ces acteurs-là n'ont pas voulu adresser, n'ont pas adressé réellement, alors qu'en fait, c'est le cœur du problème lorsqu'on est membre de la diaspora. Donc, quelques chiffres. En fait, DanaPay, c'est une activité en expansion. Excusez-moi, il y a un petit cookie. C'est une activité en expansion. Donc, aujourd'hui, on traite pas beaucoup à l'échelle du marché. On est à peu près autour des 1 million d'euros de transactions mensuelles. On a à peu près un millier de clients, mais avec beaucoup de professionnels, en fait. Et on est entre 2022 et 2023, on a fait une croissance de 85%. On a quasiment fait x2. Donc l'activité est rentable au sens que ce qui est surtout important, c'est le taux de marge. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise une transaction, comme on passe par les cryptos, la blockchain, etc., en fait, on génère des marges très importantes. Ils ont l'ordre de 72% de ce qu'on génère comme chiffre d'affaires. Ensuite, aujourd'hui, le coût d'acquisition client est de 85 €. Mais vous voyez que lorsque nous, on acquiert 50 €. Lorsque nous, on acquiert un client à 50 €, en fait, sur toute sa période de vie, ce qu'on appelle la lifetime value, le client nous rapporte, selon qu'il soit en particulier ou en pro, entre 285 et 349. Donc, ce qui fait effectivement que l'activité, en tout cas, on a largement démontré qu'elle est viable et surtout qu'elle est rentable. Nos points d'optimisation aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pendant ces deux dernières années, on a surtout travaillé sur la technologie. On a mis l'effort là-dessus. Donc, ce qui veut dire, par ailleurs, étant donné qu'on n'est pas, une grosse entreprise, donc on a mis moins d'efforts sur l'expérience utilisateur et moins d'efforts sur le marketing. Donc, c'est ce qu'on va développer dans les prochains mois. Donc, aujourd'hui, on lève 500 000 €. Voilà. Principalement pour mettre de l'argent sur l'acquisition et l'expérience utilisateur. Je vous remercie. Merci beaucoup Moussa Dembélé. Donc on va passer à la partie questions-réponses qui va être plus courte que la première. Donc on va essayer de faire vite pour les membres du jury, s'il vous plaît. Déjà bravo. Moi la question que je me posais, c'est sur la typologie de clients. Donc là, vous ciblez les diasporas, soit professionnels, soit les particuliers. Quelle différence entre les deux par rapport aux avantages que vous présentez, la durée, le coût? Déjà, ce qui est important de préciser, c'est que c'est pas, en fait, ce qui va faire vraiment notre caractéristique, c'est pas spécialement pro et particulier. En fait, c'est un produit qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des professionnels ici qui vont envoyer de l'argent en Afrique. Eux, ça va être 1 € jusqu'à 70 000 € d'envoi. Vous avez des particuliers qui vont envoyer vers des professionnels, notamment dans le cadre de l'immobilier. Ça va être pareil, ils vont vous payer 1 € jusqu'à 70 000 €. Vous avez les particuliers qui envoient vers des particuliers, donc on est à 1 € jusqu'à 6 000 €. Et même des pros qui envoient vers des particuliers, c'est-à-dire dans le cadre, par exemple, de paiement de salaire, on a aussi ce cas-là. C'est un peu à la marge. Et là, effectivement, ils auront toujours cette même offre pour les pros. Les pros, c'est 70 000 € maximum. 50% plus sur les 50% des transferts de particulier à particulier et 50% de particuliers vers les pros. Voilà. Dans le cadre d'investissement, justement. Et concrètement, l'ergonomie de la plateforme, c'est quoi? C'est relié à ma banque et je peux faire un virement via DanaPay. Concrètement, c'est quoi l'expérience utilisateur? Exactement. En fait, concrètement, c'est comme n'importe quelle application de transfert d'argent. Vous initiez votre transfert et vous faites votre paiement avec votre carte bancaire. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi faire un virement directement chez DanaPay en zone CEPA. Lorsque c'est des gros montants, nous, on préconise de faire des virements. Maintenant, pour des petites opérations, vous pouvez utiliser votre carte bancaire. Donc, c'est l'expérience. En fait, c'est là où en fait, on a fait un peu fort. C'est-à-dire que derrière, on parle de crypto et de blockchain. Mais sachez que vous, en termes d'utilisation, de client, vous ne voyez rien de tout ça. Pour vous, c'est du transfert d'argent. Exactement.
C'est pourquoi le Maghreb? Inch'Allah, mieux d'ici peu. Non, on y travaille, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment mis le paquet surtout sous la zone CFA, comme c'est plus facile et que c'est surtout, il y a une, comment dirais-je, le change est fixe avec l'euro dans un premier temps. Et bon, petit à petit, on développe là et après, on ira dans d'autres pays. Voilà. Franchement, félicitations. C'est un super projet, vous avez super bien avancé. Moi, j'ai une question. Je sais que Wave, ils ont une plateforme qui s'appelle Sendwave et c'est gratuit pour envoyer de l'argent. Comment ils font et est-ce que vous pouvez faire la même chose? Bon, je ne connais pas trop le détail de tout ça, mais je suppose, je dis je suppose, parce qu'il faut bien gagner de l'argent quelque part. Je suppose que en fait, là où souvent les opérateurs de transfert d'argent jouent classiquement, c'est sur les taux de change. C'est-à-dire que le taux de change du marché sera par exemple à 655, 957, et eux, ils vont peut-être pratiquer en gros 630. Ils vont récupérer quelque chose. Voilà. Donc mais pratiquement, le cas de Sendwave, je ne connais pas. Félicitations. Moi, la question qui me vient là à la tête, c'est par exemple les problèmes, par exemple, comme là vous parlez du Mali. Par exemple, on est en France, j'ai envie de faire un virement de, je sais pas moi, 10 000 euros. Comme c'est une zone rouge, comment vous allez faire, vous? On a une équipe conformité en interne. Donc, comme je disais, on est régulé auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, il y a une équipe conformité qui est en charge de suivre tout ça. Et en fait, quand on dit zone rouge, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas envoyer d'argent. Aujourd'hui, c'est simplement des pays comme considérés à risque. Ça veut dire simplement qu'au niveau de nos transactions, ces pays tagués comme à risque seront monitorés différemment que des pays non à risque, tout simplement. Mais nous, notre job, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent. Quelqu'un qui vient nous voir, qui nous dit « moi, je veux envoyer 100 000 euros au Mali », mais qu'il a les preuves comme quoi l'argent vient de quelque chose de licite, on traite sans aucun problème. Et c'est ça qui va aussi nous différencier des banques, parce qu'on a une façon de traiter les choses avec un recul différent, parce qu'on connaît mieux l'Afrique, en fait. Mais là, je parle pas de blanchiment, de blague, etc. On parle de compte. Par exemple, j'ai une société ici, je vais faire un virement, par exemple, au Mali. Allez, on va dans un montant de 50 000 euros. Comment vous allez justifier ce virement-là? Puisque nous, quand c'est en zone rouge, quand demain tu veux faire un virement là-bas, ils vont dire non, on ne peut pas, c'est une zone rouge. Comment vous allez faire ça? Là, on ne parle pas de blanchiment. Blanchiment, mais quand l'argent est dans le compte, ça ne veut pas être blanchiment. C'est une société ici, il n'y a pas de blanchiment. Mais quand tu veux faire un virement, la plupart du temps, c'est non, on ne peut pas au Mali, c'est zone rouge. Vous avez un projet, mais on ne peut pas. C'est ça le vrai problème. Oui, j'ai compris. En fait, c'est-à-dire que dans le cadre de la conformité, en fait, nous étant soumis à, on va dire, à la Banque de France, on a défini un nombre de pays dans le Mali, effectivement, qui sont en zone rouge. Mais ce n'est pas parce que la Banque de France dit que ce pays est enfin, du moins la France dit que ce pays est en zone rouge, que nous, on n'a pas l'autorisation d'opérer en zone rouge. Après, chaque banque, chaque institution financière va gérer ce risque-là à sa façon. Et c'est ce qui fait un peu la différence. C'est-à-dire que nous, on fait le choix, et c'est un choix totalement légal et régulé, de traiter ces pays-là de façon normale, entre guillemets, tant qu'on s'assure que, je parle de blanchiment d'argent, mais il y a d'autres raisons. Si on parle de zone rouge, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, zone rouge, non. Zone rouge, les gens qui mettent zone rouge, par exemple, aujourd'hui, le Mali, c'est zone rouge. C'est quoi la raison? La raison, c'est qu'il y a, je dis, c'est parce qu'il y a la guerre, entre guillemets. Pourquoi il y a la guerre? Oui, ça c'est un autre débat. Non, mais on ne peut pas arriver à dire c'est une zone rouge. Oui, aujourd'hui, on n'est pas dupes, on n'est pas des enfants. Bien Donc sûr. ça veut dire que quand on dit zone rouge, moi, si c'est une zone qui est vraiment rouge, où les mecs, il y a des terroristes, il y a ça, je suis d'accord. Mais quand c'est une zone rouge, parce qu'on est en train de plier ce pays-là, c'est là où je ne suis pas d'accord. Oui, ça c'est un autre débat, mais c'est d'ailleurs c'est là où je vous rejoins. C'est-à-dire que nous, on a le recul nécessaire. Contrairement à, vous prenez une banque institutionnelle, Société Générale par exemple, je ne sais pas, mais une banque institutionnelle aura un regard différent. C'est pour moi, je suis en train de... Désolé. Aura un regard différent sur ces pays-là par rapport à nous. Okay. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous, de façon légale, on est capable de traiter une transaction à 100 000 euros vers le Mali sans aucun problème. Ok, félicitations. Félicitations.
Merci. Hein. Merci beaucoup. Donc on a une question. Vous allez pouvoir vous lever et parler fort pour qu'on puisse entendre. Bonjour, je m'appelle Aïra, je suis entrepreneur et investisseur. Je suis en train de voir pour faire un certain nombre de choses par rapport à ma société. Et j'aimerais savoir, parce que je sais qu'à un moment vous étiez à Madagascar, vous avez quitté, est-ce que vous allez revenir ? C'est ça ma première question. Non, pour ma première question. Et juste une affirmation. Je suis cliente chez Danapay depuis quelques temps. Et au-delà du service qu'il peut proposer, il faut savoir qu'au niveau du service client, ils sont impeccables. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais peut-être répondre à la question. Madagascar, on n'y est pas encore. On n'y va pas maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le focus, il est vraiment Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. On ira petit à petit. Allez, il n'y a pas de date. Pour l'instant, il n'y a pas de date, malheureusement. Bonjour, moi j'ai une question. Quels sont les moyens d'envoi d'argent et les limites aussi du Gabon vers l'Afrique centrale, vers l'Europe? Vers l'Europe, tout à fait. C'est une grosse question parce qu'on s'y est cassé les dents, très honnêtement. Traiter les opérations d'Afrique vers l'Europe, c'est très compliqué. D'abord parce que c'est très cher et aussi parce que les régulateurs, notamment les banques centrales, sont très à cheval sur la réglementation du change. Donc ils serrent un maximum pour que l'argent ne sorte pas, plus particulièrement en Afrique centrale. Donc on y travaille néanmoins. Ça fait 1 an qu'on a fait des expérimentations, on a commencé à le faire de façon un peu shadow, entre guillemets, pour expérimenter, pour comprendre. Et on se rend compte que ce n'est pas simple de proposer une solution vraiment industrielle, régulée, tout ce que vous voulez, et qui soit à la fois moins cher. C'est ça un peu la conclusion qu'on a tirée. Mais voilà, on est là, l'équipe est là, on va faire ce qu'il faut. Et j'espère que d'ici quelques années, on pourra proposer quelque chose. Voilà. Merci. Allez-y. J'aurais 2 questions vraiment très rapides. La première question, c'est le sujet de l'interfaçage de la crypto-monnaie au milieu, qui donne l'impression qu'en fait vous faites un peu de trading quelque part et que vous rémunérez un peu sur le settlement. Et comme la crypto, la valeur qui bouge, etc., comment vous faites-vous pour garantir les 1 euro et en même temps gérer la fluctuation de la crypto pour toucher quelque chose à un moment donné? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question rejoint un peu les préoccupations de Dawala au sujet on peut parler de peut-être blanchiment, mais de tout ce qui est lutte anti-blanchiment, et puis les plafonds en fait de transfert. Parce que les sociétés de transfert qu'on connaît là aujourd'hui, elles ont des plafonds parce qu'il y a tous les sujets de tout ce qui est origine des fonds, justifier en fait d'où vient l'argent, et avoir des plafonds aussi hauts, 70 000 euros. On ne peut pas envoyer 70 000 euros comme ça en Afrique. Donc quels sont les contrôles que vous mettez en place, et sur les grosses sommes, quels sont les délais en fait de vérification qui garantissent qu'à la fin, l'argent va arriver et sous quel délai? Donc est-ce que tout ça est clair? Parce qu'à un moment donné, le régulateur va peut-être s'interroger sur les volumes, sur les plafonds, et est-ce qu'il n'y a pas de blanchiment ou est-ce qu'il n'y a pas de transfert d'argent illégal? Tout à fait. Je vais commencer par la première question sur la crypto. Donc rassurez-vous, on ne fait pas de trading. On ne traite pas avec les cryptos fluctuantes comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. En fait, on passe que par des cryptos stables. En fait, le fait de passer par les cryptos stables garantit déjà qu'il n'y a pas de fluctuation sur les opérations qu'on fait. Après, deuxième chose, on ne se rémunère pas en faisant du trading, en essayant de gagner de l'argent. C'est très risqué, ça on ne le fait pas. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 niches de marché sur lesquelles on s'appuie. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le fait que, je pense que ceux qui connaissent un peu la crypto, l'Afrique est le continent le plus en croissance sur l'adoption de la crypto aujourd'hui, dans le monde. Donc ce qui fait en fait qu'il y a un besoin assez important en crypto. Dans beaucoup de pays, il y a de la demande, mais il n'y a pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre. Et donc nous, quand on arrive effectivement avec nos cryptos, tout de suite on trouve preneur. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, il y a aujourd'hui, et comme depuis plusieurs années, vous savez qu'il y a un déséquilibre entre l'importation et l'exportation en Afrique. Donc beaucoup de gens
ont besoin d'acheter des devises internationales. Donc tout simplement là, ce que nous on fait, c'est qu'en fait, comme la crypto, ça bouge, ça se véhicule très vite, tout simplement. Donc nous, on peut avoir, grâce aux cryptos, facilement, on peut avoir des dirhams, on peut avoir des yuan, on peut avoir d'autres devises. Et simplement, quand on achète ces devises-là, on les revend aux importateurs en Afrique. Donc en fait, en s'appuyant sur ces deux axes-là, on arrive de façon assez safe finalement à traiter les opérations sans aucun risque de perte sur ce qu'on a comme montant. Voilà. Ça, c'est le premier point. Maintenant, sur le point de la régulation, je ne suis pas expert en conformité. Je vais essayer de me défendre un peu comme je peux. On a en interne un responsable conformité qui fait que ça, 100%. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on est passé devant l'AMF, on a fait 1 an. Pour ceux qui nous connaissent peut-être un tout petit peu, on avait fait une première expérimentation en 2018. Non, 2019, pardon. Non, pardon, 2018. On avait fait une première expérimentation en 2018 entre la France et le Mali. C'était la genèse un peu du modèle. Pendant 1 an, on a traité un peu avec le modèle que je vous expliquais de façon un peu expérimentale. Par contre, fin 2019, c'est ça? Fin 2019? Non. Fin 2019, je me souviens bien. On nous a stoppé. On a dit, dorénavant, il y a une réglementation crypto. Pour ceux qui connaissent, c'est le PSAN qui est arrivé. Quand le PSAN est arrivé, on nous a stoppé. En tout cas, les petits acteurs ont tout arrêté. Et nous, pendant 1 an, on va dire qu'on a présenté notre modèle qu'on avait déjà expérimenté. Et pendant 1 an, on nous a cuisiné pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de blanchiment d'argent à travers notre système, qu'il n'y a pas de risque de financement de terrorisme à travers nos systèmes. Et on nous a obligés à mettre en place plein de verrous, en fait, qui font que, en fait, à la sortie de ces 1 an, entre guillemets, où on a obtenu notre deuxième bac, on a pu commencer à travailler, en fait. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en réalité, le système est éprouvé d'un point de vue compliance. Et en fait, la particularité, enfin, le fait qu'on passe par les cryptos, c'est une autre régulation que celle du transfert d'argent classique. Et c'est la raison pour laquelle on peut faire des plafonds plus élevés. C'est la principale raison. Voilà. Bonjour. Enfin, bonsoir. Félicitations pour Danapay. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure de 50% de particuliers qui envoient vers les pros. Est-ce que derrière ça, vous n'aurez pas aussi un travail d'évangélisation auprès des pros? Je m'explique. Quand j'ai été, par exemple, à Abidjan, dans un hôtel, impossible de payer par carte bleue, il fallait tout le temps avoir du cash. Pour faire les transferts, il fallait que je fasse un transfert avec, je crois que j'avais Orange Money. En plus, Orange Money Europe, Orange Money Afrique, ce n'était pas les mêmes, donc je retélécharge l'application. Et je devais faire les transferts certes au manager, mais moi, j'ai aucune garantie que le manager, c'est le compte de l'hôtel, en sachant que ce n'est pas son hôtel. Lui, il est juste manager de l'hôtel, où je devais le faire à l'autre d'accueil. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail d'évangélisation ou une certification auprès des particuliers pour leur dire, voilà, vous pouvez faire le transfert parce qu'effectivement, il s'agit d'un compte pro et pas le compte personnel du manager en question. Oui, c'est une niche de marché parmi tant d'autres. Il y a plusieurs niches qu'on peut adresser. En réalité, notre ambition, au-delà du transfert d'argent que vous voyez là, je parle souvent de paiement. En fait, nous, on aimerait devenir l'infrastructure de paiement de l'Afrique. C'est vraiment notre ambition à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire que récemment, on a eu même des échanges avec les banques, des banques qui nous expriment leurs difficultés au même titre que celles que vous rencontrez à titre personnel. C'est-à-dire que Danapay peut même être utilisé par les banques en Afrique pour collecter de l'argent en Europe, etc. Donc, c'est des chantiers. Il y a beaucoup de chantiers comme celui que vous énoncez là. Et en fait, on est sur un business en fait, à tiroir où il y a plein d'opportunités effectivement à saisir. Mais on va dire qu'on va aller humblement et petit à petit, tout doucement. On va faire notre petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, on fait une petite levée de fonds. Et j'espère que, en tout cas, d'ici quelques années, on sera capable de pouvoir vraiment atteindre nos ambitions parce qu'on pense réellement que ce qu'on fait, ce n'est pas que du business. C'est vraiment avoir de l'impact. Cet impact-là passe effectivement par un peu d'humilité et puis aller petit à petit pour vraiment brasser tout ce qu'on peut brasser. Voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà, nous sommes au terme. Écoutez, on est très content d'être ici ce soir. C'est la première fois qu'on fait Repat.
qu'on vient à un événement de Repat et qu'on présente notre projet à Repat. Donc on est très heureux de vous présenter Mina. Mina, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet sur lequel on travaille avec mon frère Julien depuis maintenant bien 1 an. C'est un projet sur lequel on travaille parce qu'on a fait le constat de plusieurs choses. On s'est rendu compte que la diaspora était ultra puissante et ultra présente. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui, ça le démontre. Mais aussi que sur place, en Afrique, nos frères, nos cousins, nos tontons, nos tatas ont tous des projets, des idées et des ambitions, mais ils se retrouvent face à un problème que tout le monde connaît, c'est le manque de financement et d'accompagnement des banques et du système financier classique. Donc, on voit ça et on a grandi en France et on a des parcours qui sont dans le secteur financier. Et on se dit comment est-ce qu'on peut, nous aussi, contribuer à faire en sorte d'accompagner et d'aider en fait tous ces porteurs de projets. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de Mina. Mina, c'est une plateforme qui est disponible sur Internet, simplement en se connectant depuis un navigateur Internet, et qui, sur le modèle d'une plateforme de crowdfunding, va permettre de stimuler l'investissement collectif. Donc tout le monde en fait va pouvoir se connecter et mettre 200, 300, 400 euros pour accompagner des financeurs de projets, des porteurs de projets, localement. Donc c'est notre ambition et le but aussi de cette plateforme, c'est d'accompagner des porteurs de projets, mais pour que ce soit des porteurs de projets qui aient des projets qui ont un impact. L'objectif, ça ne va pas être de financer des mines de charbon, par exemple, mais on veut que tous les projets qu'on porte sur notre plateforme aient un impact positif sur les communautés, dans les villes et dans les communautés dans lesquelles ces projets vont être déployés. Voilà, donc on va vous détailler un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Très concrètement, la plateforme, elle prend cette forme, je ne sais pas si vous la voyez bien de là, mais le but de cette plateforme qu'on a créée, c'était de la rendre la plus simple possible et la plus ergonomique possible. Donc l'objectif, c'était vraiment de se dire, il faut que notre mère puisse l'utiliser. Elle n'est pas particulièrement familiarisée avec l'investissement, elle n'est pas particulièrement familiarisée avec des plateformes Internet. Et donc on avait vraiment ce souci-là de faire une plateforme très simple. J'ai été développeur pendant 3 ans et donc du coup j'avais vraiment cet objectif en me disant ok, il faut que maman puisse le faire de manière très simple. Donc globalement la plateforme elle prend telle forme, une partie où il y a tous les projets qui sont détaillés, on essaie d'être encore une fois le plus simple possible, on met de manière très claire quels sont les objectifs de développement durable qu'on va atteindre sur les projets qui sont détaillés, et ensuite chaque personne a un dashboard, un endroit où il voit exactement où est-ce qu'ils ont investi et comment ils aident les régions. Donc avec quel type de développement en l'occurrence ils vont améliorer. Point également important, toujours en pensant à ma mère et en me disant il faut que ce soit très simple, il faut qu'elle sache exactement combien elle va recevoir et quand elle va le recevoir. C'est dur d'être un investisseur. Pour le coup, moi j'ai été formé, c'était littéralement nos métiers. Rentrer dans un investissement, c'est ce qu'il y a de plus facile. Le plus dur, c'est de sortir. Et de ressortir dans des bonnes conditions et générer des plus-values. C'est pour ça que cette plateforme, elle permet à n'importe qui de s'exposer sous forme d'obligation, sous forme de dette. Donc tout le monde sait combien il reçoit et quand il le reçoit. Donc pour nous, ça, c'était vraiment un point hyper important. Il y a peut-être des investisseurs qui sont plus aguerris ici, mais aussi des personnes qui veulent rentrer au début de ce voyage ou de ce chemin de développement pour devenir investisseur, et l'obligation, la dette, c'est un moyen simple de le faire. La plateforme, globalement, comme toute plateforme, elle fait le lien entre 2 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est le grand public. Comme le disait Hervé tout à l'heure, l'objectif, c'est de pouvoir aller sur la plateforme, se connecter très simplement, et ensuite pouvoir payer par carte bleue ou par crypto asset. Je ne l'ai pas dit dans la slide précédente. La simplicité, elle cache derrière une agnosticité. On est agnostique d'un point de vue technologique. Et d'ailleurs, c'est top que ça soit passé tout à l'heure avec Danapay, parce qu'en fait, tout le back-end est fait avec de la blockchain. Donc on ne le voit pas, encore une fois, ma mère, je ne veux pas lui parler de blockchain. En revanche, tout le derrière de la plateforme, c'est fait avec de la blockchain. Je vous verrai un peu plus tard. C'est un vrai avantage que ce soit fait de cette manière. Mais donc, la plateforme, elle met en relation 2 types de personnes. Le grand public, qui veut s'exposer et participer au financement de l'Afrique de manière la plus simple possible. Et de l'autre côté, des projets qui ont besoin de financement. Et là, on va être une 3e voie, différente des banques traditionnelles sur place, qui sont, comme on le disait tout à l'heure,
incapables de financer des projets qui sont trop jeunes ou trop complexes. Généralement, c'est que des grosses PME qui ont accès au crédit, à la dette sur place. Et donc nous, on est cette deuxième voie pour se substituer aux banques. On n'est pas les banques traditionnelles, on n'est pas les ONG ou les objectifs d'associations qui n'ont pas cet objectif financier. On est une troisième voie au milieu où on veut financer des projets qui font sens et en même temps se sécuriser via une forme de dette et donc créer encore une fois cette troisième voie, cette alternative. Du coup, comme le disait Julien, il y a deux types de personnes qu'on va toucher avec cette plateforme. Il y a les utilisateurs qui vont du coup contribuer à financer des projets et il y a les porteurs de projets qui vont recevoir des projets. Si on regarde les utilisateurs, on va d'abord nous essayer de toucher la diaspora, qui sont au final les premiers intéressés, qui ont des liens familiaux beaucoup plus proches et naturels en fait avec ces porteurs de projets. On connaît tous et on a même nous tous potentiellement déjà investi, soit via du coup de l'envoi d'argent traditionnel comme on en parlait tout à l'heure avec DanaPay, ou bien avec DanaPay. Mais l'objectif en fait maintenant, ça va pas forcément être d'envoyer de l'argent pour un projet qui est proche de nous, mais plutôt d'envoyer de l'argent directement dans un projet qui est porté par quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui porte un projet auquel on croit et qui est intéressant pour nous. Et donc du coup, la première typologie d'acteurs qu'on va toucher, ça va être la diaspora. Ensuite, sur la plateforme, l'objectif, ça va être aussi de viser plus large, en fait, de viser aussi toute personne qui peut être afro-optimiste, qui a envie de contribuer au financement de l'Afrique et qui a envie d'avoir un impact dans son investissement. Donc les autres personnes qu'on va toucher, ça va être toutes les personnes qui ont la volonté d'avoir un impact. Donc on a mis la jeunesse et les investisseurs à impact. Ensuite, la troisième typologie de personnes, ça va être les early adopteurs de cet écosystème de crypto et de la blockchain. On en parlait tout à l'heure avec DanaPay et Julien l'a expliqué tout à l'heure. On va utiliser la crypto pour supporter le produit financier qu'on donne à nos utilisateurs. Le produit financier, c'est une obligation et on va délivrer un token qui va porter cette obligation. Et en fait, dans cet écosystème de la crypto, on connaît tous le Bitcoin, l'Ethereum, qui sont tous soumis à une volatilité super importante. Mais en fait, dans cet écosystème, il y a aussi des cryptos qui sont stables et qui sont liés à des actifs qui existent vraiment, qui existent dans le monde réel. Et en fait, c'est ce que nous, on veut faire, en fait. C'est qu'on veut délivrer une crypto qui va être cachée, qui ne sera pas visible sur la plateforme, qui sert juste de technologie, mais qui, du coup, est liée à un actif du monde réel, avec un porteur de projet qui est réel, et qui va, du coup, derrière contribuer à financer un immeuble ou l'achat d'un terrain, ou bien contribuer à financer juste une entreprise qui a besoin de lever des fonds et qui pourrait s'adresser à la diaspora et à tous les afro-optimistes qui peuvent contribuer à financer ce projet-là. Et donc, juste pour terminer sur cette partie-là, dans cet écosystème, il y a aussi des investisseurs qui ont besoin de diversifier leur investissement et de ne pas forcément acheter des cryptos qui sont volatiles, mais juste qui correspondent à un vrai investissement qui est dans le monde réel. Et donc, ça va être la troisième typologie de personnes qu'on va viser un peu plus tard dans le temps, mais qui vont du coup venir sur notre plateforme pour diversifier leurs investissements et rendre leur portefeuille un peu plus réel et lié à ce qui se passe dans le monde réel en fait. Et juste pour compléter sur cette partie-là, cette connexion avec cette troisième partie, elle est possible parce que tout est déjà fait en blockchain derrière. On ne le voit pas, mais tout est fait derrière, donc on peut se brancher à ces écosystèmes qui existent déjà. Et au lieu d'acheter des NFT ou des singes qui globalement ne servent à rien, cette fois, avec leur crypto, ils vont pouvoir financer des vrais projets qui ont des vrais impacts pour le coup sur le continent. Et justement, je vais détailler un peu les projets que l'on cible. Ouais, on parle beaucoup de projets, mais on parle de quoi précisément ? Le premier, c'est un projet qui sera à Lomé, il s'appelle Lomé Clovier. Il réunit principalement deux types d'actifs. Le premier actif, c'est un actif urbain. C'est le refinancement d'un immeuble. Il y a des personnes qui vivent devant, qui payent déjà des loyers. Et donc, il y a vraiment une génération de cash, de revenus qui est déjà là. Donc, littéralement, cet été, ce sera notre premier projet. Et vous pourrez participer au financement de ce refinancement de cet immeuble. Ensuite, ça c'est le premier actif. Le deuxième actif, c'est un actif foncier.
C'est littéralement un terrain agricole en périphérie de Lomé, près de Clovier, justement, où là, on finance, c'est un peu le même optique, donc c'est du refinancement et c'est de l'aménagement de ces terrains. Donc on crée les titres fonciers, on fait de l'aménagement et ce sera de l'achat et de la revente, horizon 3 ans. Et enfin, ce ne sera pas le cas, probablement pas le cas pour le premier projet qui sera cet été, mais notre ambition, c'est également de financer des projets d'exploitation. Très concrètement, les différentes startups qui opèrent au Togo ont très difficilement accès au financement, c'est-à-dire littéralement à des prêts en banque. Avec cette plateforme, on voudrait également proposer ces prêts à des startups que pour le coup on sélectionnerait. Je vous dis que ce n'est pas le cas parce que pour l'instant le MVP, on n'a pas encore sélectionné de startup. On veut faire la chose la plus safe possible pour commencer. Point important sur ces trois types d'actifs. On est des financiers et nous notre job c'est de diversifier le risque. Encore une fois, en repensant à ma mère qui arrive sur la plateforme, il faut que ce soit très simple pour elle. Ce n'est pas à elle de diversifier son risque, ce n'est pas à elle de s'occuper du désinvestissement, la manière dont elle va sortir. Elle s'expose uniquement sous forme de dette. Moi, mon job, c'est de faire un produit structuré en disant, sur les 100 € que tu m'as donnés, il y en a 30 qui vont être utilisés sur l'immeuble pour assurer la stabilité du retour sur investissement. Il y en a 30 qui vont être utilisés sur l'actif rural, parce qu'au bout de 3 ans, ça va peut-être faire la grosse performance du produit. Et il y en a 20 qui vont être utilisés. Oui, ça fait sens, c'est bon. Il y en a 20 qui vont être utilisés sur le projet d'exploitation, parce que ça va être entre les deux, entre la bonne stabilité et entre la grosse performance. Donc, on fait un produit relativement compliqué, complexe, mais on le fait, nous, de notre côté, sur le continent. Et on offre sur cette plateforme accessible par tous sur Internet la possibilité de s'exposer sous forme de dette. Et en faisant ça, l'objectif, c'est littéralement de devenir une fintech panafricaine, parce que le but, c'est de se porter rapidement dans d'autres pays, et d'être la troisième voie de financement. La diaspora, l'année dernière, c'était 54 milliards envoyés. L'objectif, c'est d'une part d'avoir des personnes comme Danapay qui sont en mesure de faire en sorte qu'on envoie l'argent de manière très simple, mais après, sur place, pour structurer l'investissement, on a besoin de personnes qui font des produits financiers et qui délivrent et qui financent littéralement des projets. Et ça, c'est notre job. En l'occurrence, Hervé et moi, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, c'est trouver des projets, investir dedans et les challenger. Et voilà, on met à service notre expertise pour toutes les personnes qui veulent participer sous forme de dette au financement de l'Afrique. On n'a pas fini. Hein. Mais merci. Merci. Merci beaucoup. Mais du coup, voilà, on commence tout juste, mais notre objectif, c'est vraiment d'incarner la nouvelle génération de fintech panafricaine. Au niveau du chrono, excusez-moi. C'était le chrono. Ah oui, j'ai pas applaudi. En tout cas, ça a été suivi. C'est fini du coup ? Ah bah, allez-y pour votre ambition éventuellement. Mais c'était... Oui, il y a les questions-réponses, donc on n'a pas besoin de plus en fait. Okay, vous pensiez que c'était... Ouais, non, les gens ont suivi, moi j'avais pas... En fait, je te voyais pas dans le coin, du coup j'ai... Pardon. Donc voilà, on va passer aux questions-réponses. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir continuer l'argumentation avec... Pas de problème. Bravo. En plus, franchement, super présentation. À chaque fois que j'avais une question, vous y répondez. T'as vu? Ouais, yes. Non, vraiment, bravo. Moi, la question que je me pose, c'est que vous évoquez... c'est une troisième voie, finalement. Ouais. Mais est-ce que vous pensez une logique plutôt de complet, peut-être de continuum de financement? En fait, comment vous allez vous articuler avec les outils disponibles, quoi. Totalement. En fait, ce qu'on constate, c'est que la chaîne de valeur du système bancaire, au Togo, au Bénin, au Ghana, en tout cas dans notre région qu'on connaît le mieux en Afrique subsaharienne de l'Ouest, elle manque des chaînes. La chaîne de valeur, elle n'est pas tout à fait complète. Pour le coup, j'ai travaillé en banque d'affaires en tant qu'investisseur. Hervé, c'était un CFO. On voit plein de produits financiers pour toutes les formes de maturité de projet ici en France. En l'occurrence, au Togo, ce n'est pas le cas. Donc, c'est soit on est un gros projet et on peut avoir accès, soit en fait, finalement, on ne l'a pas. Et donc, pour l'instant, on est effectivement juste cette troisième voie. Mais demain, on va pouvoir, parce que tout à l'heure j'ai entendu le système bancaire, ils sont feignants, ils ne bougent pas. Ouais, ils sont feignants parce qu'ils ont déjà beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin de bouger, ils n'ont pas besoin d'être innovants. Nous, on va proposer cette innovation d'une part, et ensuite, bien sûr, aller les voir et faire des produits un peu plus complexes avec eux, en leur disant, guys, on est une région où l'adoption de la crypto-monnaie et des blockchains, c'est pas juste de la fluctuation, c'est aussi démocratiser l'investissement, c'est aussi démocratiser les choses. Donc, venez avec nous, vous, les Aura Bank qui vous êtes partout et qui ne nous proposez pas beaucoup d'innovation. Nous sommes innovants, on parle le même langage que vous, on peut créer des produits structurés un peu plus complexes avec nous. C'est l'horizon 2-3 ans. Pour l'instant, on veut vraiment être cette troisième voie et se distinguer d'eux.
je vais juste compléter. En termes de technologie, on n'est pas allé trop dans le détail sur la partie crypto-monnaie, mais la crypto et la blockchain, parce que la crypto-monnaie, c'est un petit bout de l'écosystème blockchain, ça permet en fait de faire des connexions avec d'autres technologies très facilement. Le mobile money, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. C'est un autre secteur de la liquidité de manière générale. Et en fait, ce qu'on peut complètement imaginer, c'est de se connecter directement via cette plateforme à cet écosystème de mobile money pour du coup faciliter en fait le pont entre quelqu'un qui est ici à Paris qui a envie d'investir et quelqu'un qui est à Lomé et qui a besoin d'avoir de l'argent sur son mobile money mais qui a besoin de pouvoir le dépenser facilement. Voilà. Bravo pour le projet. La présentation, elle est complète. Les infos, moi, qui me manquent, la question que j'ai déjà. Vous avez beaucoup parlé de dette, d'obligations. Oui. Vous ne faites pas de crowdfunding equity. Est-ce que c'est un choix? Je voulais savoir la raison. Peut-être que c'est pour simplicité. Oui, c'est un choix. Et la deuxième question que j'avais, c'est... peut-être que c'était plus loin dans la présentation. Ouais, je vois là. C'était vos besoins en fait en tant que start-up. C'était vers là où vous voulez aller, l'équipe, combien vous êtes. Alors du coup, on ne fait pas de crowdfunding equity. Donc déjà, oui, c'est un choix. Parce que Julien disait tout à l'heure, on veut que notre mère puisse investir et savoir combien est-ce qu'elle va recevoir. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait une émission obligataire. Donc on émet des obligations. Et on sait qu'avec le contrat d'obligation, on est obligé de reverser un rendement qui est dans le contrat. Donc si on dit que le rendement c'est 15%, ça sera 15%. Et si on ne le fait pas, on peut avoir des problèmes. Donc ça c'est du côté utilisateur. Ensuite, du côté personne qui est financée, du coup porteur de projet, on fait la même chose. Parce qu'en fait, s'exposer en equity à quelqu'un qui va... donc en equity, c'est dans le capital de la société. S'exposer en equity avec quelqu'un qui a porté un projet, ça change le niveau de risque auquel on s'expose. Et donc du coup, on s'expose à beaucoup plus de risques, mais de l'autre côté, on s'est engagé à reverser du rendement. Donc en fait, on est aligné, on fait de la dette d'un côté et de la dette de l'autre côté pour essayer d'aligner au mieux les intérêts des deux parties de la plateforme. Et juste pour compléter très rapidement, notre business model, il est basé sur cette réduction de risque, mais tout le gros potentiel, il est in fine, bien sur l'equity. C'est-à-dire que on peut faire tout un produit, par exemple, très concrètement, le premier projet qui va être live cet été, c'est un projet donc, pour Lomé-Clovier, ce que je présentais tout à l'heure, ce sera un projet de 40 000 €. Sur ces 40 000 €, on estime que nos revenus seront de 70% de la taille du pool. Pourquoi ? Parce que le montant qui va être redistribué sous forme de dette est plus faible que le montant qui va être généré sur l'ensemble de la durée du produit. Donc, encore une fois, prenant l'exemple de ma mère, en fait, elle va être exposée sur 3 ans, mais nous, en tant que société, notre durée de vie ne va pas rester à 3 ans. Donc, on va pouvoir être exposé à ces actifs plus longtemps, et donc, du coup, tout notre finalement, revenu va être sur cette partie-là. La deuxième question, c'était sur notre besoin. On est au tout début, donc la première version sera cet été. Elle sera live, on espère, à la fin du mois ou au mois de juillet. On a d'une part 2 blockchains qui nous suivent en subvention pour un montant de 50 000 €. On a fait un premier tour FFF, donc avec la famille, les friends, les amis, la famille, littéralement, de environ 30 000 €. Et on est actuellement en cours de levée pour un montant de 150 000 €. On a déjà 3 business angels qui nous suivent, un family office qui veut également nous suivre. Donc, on est toujours ouvert à toutes les personnes qui pourraient être de la smart money, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas juste nous donner de l'argent, mais un peu contribuer, nous aider pour affiner le projet et pour le rendre le plus global possible. Et voilà. Super. Félicitations, franchement, c'est une belle initiative. Bon, on a été un peu gentil avec les 2 premiers, et comme vous êtes 2, je vais essayer d'être un peu chiant. Oh là là. Parce que vous êtes 2. Vous avez parlé un peu, votre mission, c'est de réduire le gap du financement sur les projets en Afrique et tout. Moi, j'entreprends là-bas, donc je sais ce que c'est. Et vous avez beaucoup parlé de risque et de réduction de risque.
Et aujourd'hui, les personnes qui ont le plus besoin d'argent en Afrique, c'est les projets à risque, entre guillemets, les startups. Parce que j'imagine qu'un projet immobilier ne va pas avoir de soucis à se financer parce que tout le monde ici, je pense, investit dans l'immobilier en Afrique. Et donc, est-ce que vous n'avez pas peur de tomber, justement, en tout cas au début, dans ce qu'on veut justement éviter et donc ne pas financer ceux qui ont vraiment besoin du financement, donc les startups qui sont des projets à risque? Ouais, c'est une super question. Effectivement, pour commencer, on va faire de l'immobilier et du foncier. C'est ce que disait Julien. Le premier projet, c'est 40 000 euros, 25 millions de CFA, à Lomé et dans la périphérie de Lomé. Pourquoi on fait ça? Parce que on est au tout début, ça fait un an et demi qu'on travaille sur le projet et il faut qu'on teste toute la machinerie, que ce soit la machinerie technique, légale et opérationnelle. Donc on est obligé de faire du simple. Demain, l'objectif, ça va être de financer du simple, certes, mais aussi du compliqué avec des startups et des projets un peu plus complexes. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, en fait, on est tous les deux des financiers. Moi, aujourd'hui, mon job, c'est d'être directeur financier pour des startups et des PME. À Paris, je fais ça là pour des boîtes qui sont parisiennes et aussi dans la région de Marseille. Et en fait, je connais ce risque. Je connais ce risque et aujourd'hui, c'est mon job de déployer toute une panoplie de barrières contre les risques avec des process financiers, avec du contrôle interne et du déploiement d'outils qui va permettre de bien gérer sa finance et bien, ou en tout cas mieux, observer son écosystème opérationnel et donc se couvrir contre les risques. Donc demain, en fait, je vais juste faire mon travail. En fait. Je vais avoir des dossiers, je vais faire une analyse de risque. Et ensuite, quand on va décider de dire « Ok, très bien, tu peux venir sur la plateforme, on va t'exposer au financement possible de la diaspora, des afro-optimistes, tu vas pouvoir monter sur la plateforme et avoir la chance de financer ton projet à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et demain, quand on va le financer, on va aussi l'accompagner. Le job qu'on va avoir, ça va être de nous faire la transaction, mais aussi accompagner le porteur de projet dans son projet pour s'assurer que nous aussi, on puisse se rémunérer. Parce qu'en fait, on n'a pas intérêt à ce que le projet il tombe. Donc en fait, c'est ça qu'on va faire. C'est qu'on va, déjà avec notre service et tous les services annexes qu'on va pouvoir déployer d'accompagnement aux startups, c'est ça qu'on va faire en fait. C'est les accompagner. Et derrière, on va forcément réfléchir en mode écosystème et réseau pour travailler avec des fonds d'investissement, des boîtes de conseil, des écoles, pour accompagner en fait les heureux élus qui ont la possibilité de se faire financer par notre plateforme. C'est comme ça qu'on va faire du mieux qu'on peut pour contrer les risques qui vont arriver forcément quand on lance une entreprise. Juste pour compléter sur la réponse, totalement, dernier petit ajustement, il y a tellement de startups qui ont besoin de financement que dans cette énorme partie de personnes qui ont besoin, encore une fois, besoin de financement, on va commencer par celles qui sont le moins risquées. Et avec toute la... Encore une fois, c'est le job d'Hervé et il sait exactement les trouver. Donc oui, ce sera celles qui ont un petit peu plus d'ancienneté, celles qui ont un recurring revenue qui est là, celles qui pourront se brancher, où on va pouvoir vraiment, comme le disait encore une fois Hervé, où on va pouvoir analyser leurs chiffres, comme on le fait ici. Enfin, il n'y a pas de secret. Le risque, ça se gère de manière objective et on ne va pas pouvoir demain financer une start-up qui vient de sortir, qui vient de se lancer et lui dire je peux te fournir 300 000 euros de dette. Voilà. Allez. Merci. Merci beaucoup, merci. J'espère que vous avez apprécié. Donc je suppose qu'il y a des questions de la part des spectateurs. J'avais une première question, c'était plus par rapport au business model. Donc j'ai vu que c'est un truc de type plateforme. Donc la question un peu classique, c'est quoi votre stratégie, disons, pour résoudre le problème de l'œuf et de la poule? C'est-à-dire comment vous faites en sorte que vos clients ils trouvent des projets dans lesquels investir, ou alors que du coup vous avez que vos porteurs de projets ils savent que vous avez assez
de personnes pour financer. Ouais. Alors du coup, il y a deux questions. Business model, en gros, comment on gagne de l'argent et comment est-ce qu'on fait que ça tourne en fait. Oui, c'est ça. On va voir l'un sans l'autre. Comment on gagne de l'argent? On le fait avec des frais de transaction simples. Donc on va prendre un petit cut, donc de 2 à 3% des transactions qui vont être faites. Donc je dépose 100 et il y a 97 qui partent. Et pareil de l'autre côté, sauf que du côté projet, quand il y a un événement de liquidité, si on peut appeler ça comme ça, et ben en fait, on va être aligné avec la performance de cet événement. Donc on va imaginer que il y a une revente par exemple d'un immeuble, et ben en fait, on va dans le contrat qu'on va faire avec la personne, avoir une petite partie de rémunération sur la performance supplémentaire qui va être faite sur la revente. C'est comme ça qu'on va gagner de l'argent en multipliant le nombre de projets. Ensuite, pour résoudre le problème de l'offre et de la demande, en fait, on a de la chance, c'est que nos utilisateurs principaux, ça va être la diaspora. Et en fait, on va simplement utiliser l'effet de réseau. En fait, aujourd'hui, on a la chance aussi, en 2024, il y a les réseaux sociaux, il y a très facilement la possibilité de faire jouer cet effet de réseau. Et en fait, tout simplement, quand il y a quelqu'un qui va être au Togo, qui a un projet qui est intéressant, qui est porteur, qui pour l'instant, en tout cas dans les premières années, se donne l'impression qu'il va être rentable, c'est très facile de le prendre, le mettre en avant sur nos réseaux, dans nos communications, dans la newsletter, et de le faire connaître par la diaspora togolaise à Paris, à Bruxelles et dans d'autres pays. Et en fait, c'est comme ça qu'on va petit à petit faire connaître les projets en du coup identifiant, voilà, moi je sais pas, je fais partie de la diaspora togolaise, je suis intéressé par les projets immobiliers, et en fait sur mon profil il va y avoir Togo Immobilier, et donc ceux qui sont en local, ils savent qu'ils peuvent trouver le registre en fait des personnes qui vont investir, et en fait c'est comme ça qu'on va faire tourner un peu les opportunités des deux côtés. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais juste savoir du coup quel est le modèle sur les prochaines années. Premier projet, 40 000 € aujourd'hui à Lomé-Clovier. Objectif, fin d'année 2024, projet de 500 000 €, toujours au Togo. Donc là, on appelle ça l'alpha pour cet été, la bêta pour la fin d'année. Ensuite, on passe la plateforme en première version, où là, on va commencer à s'étendre au Bénin et en Côte d'Ivoire sous forme de, pareil que donc là, l'opération qui est à cet été, sous forme de MVP. Donc, premier projet de test, premier projet, 30 000 €, 40 000 € pour financer des premiers projets. Ça va coïncider avec notre pré-seed, c'est le nouveau tour de financement, où là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'objectif c'est de lever 150 000 €. La pré-seed qui va intervenir début d'année prochaine, l'objectif sera de lever entre 1,5 et 3 millions d'euros. Et ensuite, fin 2025, l'objectif sera d'être dans plus de 4 pays en fonction des opportunités qu'on aura à lister sur la plateforme. Et ensuite, l'objectif c'est vraiment de devenir cette alternative et de grossir le plus vite possible en fonction des différentes opportunités. Mais donc voilà, l'horizon 2 ans, c'est comme ça qu'on voit le développement. Et quelle est la promesse du coup, si vous levez 1,5 à 3 millions d'euros, quelle est la promesse que vous donnez aux investisseurs? La promesse de rentabilité. Ok, alors tout de suite, on propose de rentrer dans le capital de la société sous forme de BSAR. Donc c'est l'équivalent des SAFE, mais c'est des bons de souscription par action. Donc en gros, vous rentrez tout de suite sur une valorisation qui va être définie plus tard. Là, cette valorisation elle va être définie lors de la pré-seed, c'est notre prochain tour de financement, comme je le disais, qui va intervenir en début d'année prochaine. On propose avec ces BSAR de rentrer avec un cut de 20%. C'est-à-dire que demain, si quelqu'un rentre dans la société et qu'on considère qu'elle vaut 100 €, vous serez rentré à 80 €. Vous faites déjà 20% directement. On propose ici une liquid préférence. Ça veut dire que quand vous allez rentrer, on vous dit dès le début que vous allez toucher x2 votre investissement. Tant que vous n'avez pas touché x2, personne d'autre en termes d'actionnaires ne touche de l'argent. Et nous non plus d'ailleurs. Donc voilà, parce qu'on part du principe que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est au début. C'est le MVP, c'est le premier projet qui va être live cet été. Donc vous prenez du risque et on veut vous rémunérer vous en premier avant de nous toucher le moindre euro. Ensuite,
si le projet se passe comme on veut qu'il se passe, donc que la levée précise se passe bien avec entre 1,5 et 3, et qu'on arrive au prochain tour, donc environ fin 2025, avec les x2 que vous avez déjà fait avant, les 20% des discounts, on a fait des modèles, on pourra vous le partager, hein, on a fait une table de sensibilisation, etc. Mais ce qui est raisonnable, c'est entre un x3 et x6 dans l'investissement. Et voilà. Bravo pour le projet, c'était top. Comment vous allez pouvoir gérer les différentes devises si on veut investir en dollars, si on veut investir en euros ou même une autre devise? Ça, du coup, c'est là que la magie de la blockchain opère. En fait, c'est très simple. On fait exactement ce que DanaPay fait, c'est-à-dire qu'on va recevoir de l'argent en plusieurs devises. On va, via nos différents prestataires de services, transformer cet argent qui est normal en crypto stable pour pouvoir la transférer facilement. Et ensuite, on sort en francs CFA pour pouvoir investir. Donc, c'est exactement comme ça qu'on va rendre le modèle déployable facilement partout dans le monde en utilisant la blockchain qui est une technologie incroyable aujourd'hui et qui n'en est qu'à son début en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment qu'on parle avec nos amis de DanaPay parce qu'on peut limite utiliser DanaPay pour faire le pont. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié les 3 pitchers de ce soir. En tout cas, nous, on a pu poser des questions, on a pu avoir les informations nécessaires pour une prise de décision. Et maintenant, on va demander aux membres du jury de se retirer afin de choisir qui va remporter ce Ripat Pitch numéro 4. Et bien sûr, nous avons la 5e voix avec le public. Un QR code va être affiché et donc ça sera la voix du public. C'est bon, on a le gagnant. Alors, le moment est arrivé d'annoncer le grand gagnant. Oui, je le connais. Mais d'abord, on va demander vos impressions. Alors, qu'avez-vous pensé des différents pitchs? Rapidement, une petite phrase pour nos spectateurs. À mon niveau, je trouve qu'on a été servi. Des pitchs ambitieux, des pitchs qui servent de l'intérêt et de l'impact sur différents secteurs et qui répondent à des réelles problématiques écologiques, les problématiques de la diaspora et surtout des pitchs qui ont déjà des clients aussi. C'est ça que je retiens. Tout à fait. Bravo aux 3 pitchers. Effectivement, des pitchs concrets, des projets concrets qui servent le continent, la diaspora. On a eu un coup de cœur, mais les 3 étaient vraiment de très haut niveau. Je vais suivre les amis. Hein, et déjà, merci encore pour Pat parce que waouh, moi je passe toute l'année, je vois que ça, des pitchs. Et donc vraiment, le travail de sourcing est juste incroyable. Donc bravo, parce que la qualité des projets, vraiment dans le travail, sur la diversité des aspects. Généralement, quand on voit des pitchs, il y a toujours un trou dans la raquette, quoi. On oublie le volet financier, on oublie le go-to-market. Et là, vraiment, bravo à toutes et à tous, enfin à tous là pour le coup. Et donc vraiment, bravo. Je suis bluffé. Je vais dire la même chose. Hein. Moi, j'avais fait le Ripat. C'est quel J'ai fait le numéro 2 ou le premier? Le 2. Moi, j'ai fait le Ripat Pitch Night, c'est ça? Numéro 2. Et franchement, je ne vais pas être méchant avec le Ripat Pitch 2. Pas vous, hein, mais les porteurs de projet. Mais on sent que le travail de sourcing, comme tu as dit, il est beaucoup plus quali. Et là, on avait vraiment l'impression d'être devant des vrais entrepreneurs qui sont prêts et qui peuvent recevoir des financements. Parce que je pense qu'il faut aussi penser aux personnes qui veulent investir. Et félicitations à vous et félicitations au projet parce que c'était du haut niveau. C'est normal, c'est une femme qui a sourcé. On n'était pas sur scène, mais c'est... Non, je rigole, c'est carrément... 100% homme, effectivement. Voilà, maintenant le moment est arrivé d'annoncer le grand gagnant et pour le coup on va donner la parole à une femme. Ah bah oui, quand même. Alors, Cara, tu peux monter sur scène pour annoncer avec notre cher Isar qui a remporté cette nuit de pitch. Donc, comme je vous disais, les 3 projets étaient de très très haut niveau. On a eu un coup de cœur et le gagnant est DanaPay. Voilà, mesdames et messieurs, le grand gagnant de ce Ripat Pitch numéro 4. Eh bien,
c'est Danapé qui remporte brillamment et qui a aussi la voix du public. Donc félicitations. Donc apparemment ce fut à l'unanimité. On a même voté par procuration pour Dawala. Et vu comme il t'a embêté, on sait qu'il a adoré le projet. Donc félicitations. Alors Moussa, ça y est, tu remportes ce Ripat Pitch qui était à un niveau très 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 haut. Donc c'est quand même une fierté, hein. Ouais, très content. En tout cas, les autres n'ont pas démérité. Ah, loin de là, bien. Franchement, je suis à la fois, je suis content d'avoir vu. Notre projet effectivement était super, mais je pense que les projets qu'on a vus là aussi, c'était vraiment de très très bons projets. Et voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis content de voir un peu cette émulation-là, de voir des porteurs de projets africains qui sont en train de faire des choses, et derrière des gens qui sont là, qu'on doit féliciter d'ailleurs, qu'on doit applaudir aussi pour eux, voilà, qui sont en train de réellement changer le visage de l'Afrique. Je suis vraiment content de vivre ça et c'est juste top. Donc rapidement, pourquoi avez-vous choisi Danapé rapidement en un mot, 2-3 mots? Déjà des clients, un service client qui a été loué aussi. Attention. Voilà, après, c'est vraiment une offre qui avait l'air de glisser. Un revenu aussi, un track record. C'est-à-dire qu'on sait que voilà, 1 million de revenus traités, 1 million de flux financiers traités. Une compliance, une équipe structurée, mais aussi, ce que je voulais dire aussi, la barrière à l'entrée. Quand on interagit avec des fintechs, on a un banquier avec nous aussi, on sait on a l'automotive avec la réglementation, on sait que voilà, c'est des projets où il y a une barrière réglementaire qui est quand même très très poussée. Il a fait plusieurs tentatives, une première tentative d'1 an, il s'est fait cuisiner encore pendant 1 an pour reprendre ses mots. Donc tout ça mélangé, ça a quand même sorti l'épingle du jeu, même si les autres projets n'ont pas démérité, et ils ont prouvé aussi leur impact et leur business model qui tenait la route. Merci. Quelque chose à rajouter? Il a tout dit. Voilà, donc savourons la victoire de Danapé. Merci encore une fois à nos chers membres du jury qui ont excellé ce soir et qui nous ont donné aussi des pistes de réflexion. Donc n'hésitez pas, s'il y a des potentiels investisseurs, vous avez 3 projets ce soir, n'hésitez pas à contacter, à aller vers ces porteurs de projets, parce que voilà, ils sont à la recherche de financement, donc vous êtes des financeurs. Merci à tous. Rendez-vous bientôt pour un nouveau Ripat Pitch Night numéro 5.